Il y a des odeurs qu'on n'oublie jamais. L'odeur du métal froid sur les doigts à 6 heures du matin, l'odeur du tissu synthétique qui colle aux narines quand les machines chauffent, l'odeur de la cantine de l'usine un jeudi de février, quand on sert la même soupe aux poireaux que le mardi précédent parce que le budget a été coupé et que personne ne se plaint parce qu'on a faim et qu'on est habitué à recevoir ce qu'on nous donne sans poser de questions. J'ai passé 39 ans à respirer ces odeurs-là. 39 ans à pointer ma carte, à enfiler mes gants de protection, à surveiller la cadence de ma chaîne avec les yeux d'une femme qui sait que si une pièce est défectueuse, c'est elle qui le paie. Je connais le bruit d'une machine qui déraille avant même qu'elle déraille. Je connais le silence qui précède la panne. Et c'est exactement pour ça que ce soir-là, quand j'ai entendu mes enfants parler dans la cuisine en croyant que je dormais, j'ai su. J'ai su que la panne était en train d'arriver et j'ai su, avec la certitude calme de quelqu'un qui a passé presque 4 décennies à lire les signes avant-coureurs, que cette fois-ci, c'est moi qui allais décider comment elle se terminerait. Je m'appelle Gisèle. J'ai 76 ans. Je suis née à Lyon un mardi de novembre, dans une chambre sans chauffage du quartier de la Guillotière, de parents qui travaillaient de leurs mains et qui m'ont appris que la dignité ne se demande pas, elle se construit pièce par pièce, comme on monte une chaîne de production. Mon père était mécanicien dans une usine de pièces automobiles du côté de Vénissieux. Ma mère cousait des uniformes à domicile pour gagner un peu plus. Ils ne m'ont jamais parlé de rêve. Ils m'ont parlé de travail, de régularité, de tenir son poste quoi qu'il arrive. C'est la seule philosophie que j'ai jamais connue et c'est celle qui m'a sauvé la vie plus d'une fois. J'ai commencé à l'usine textile Montavel, dans le 9e arrondissement de Lyon, à 17 ans et demi, avec un contrat d'apprentissage et des chaussures de sécurité trop grandes d'une pointure. J'y suis restée jusqu'à mes 56 ans, quand la retraite anticipée a été proposée aux ouvrières de ma génération, avec une prime de départ que j'ai acceptée sans hésitation, non pas parce que j'étais fatiguée depuis des années, mais parce que j'avais un plan. J'ai toujours eu un plan. Les gens qui me connaissent savent que je ne fais jamais rien sans avoir vérifié la tolérance de chaque pièce, sans avoir calculé la marge d'erreur, sans avoir préparé la pièce de rechange. Mon mari Bernard le savait mieux que personne. Il disait toujours, avec ce sourire de côté qu'il avait, « Gisèle, toi, si le monde s'arrêtait, tu aurais déjà prévu une roue de secours. » Bernard est mort il y a 11 ans, d'un infarctus un lundi matin, avant même d'avoir bu son café. Il avait 66 ans. Je ne me suis jamais remariée. Je n'en ai pas eu envie. J'avais mes 3 enfants, ma maison rue du Docteur Oran dans le 7e arrondissement, et mes souvenirs cousus dans chaque mur de cette maison, comme des points de soudure invisibles. Ce que mes enfants n'ont jamais su, ce que personne ne savait, en dehors de Josiane et de Maître Colette Arnaud, c'est que, pendant toutes ces années où je leur donnais, où je payais les études de Nathalie en école de commerce, où je finançais l'appartement de Roland à Villeurbanne, où j'offrais à Karine son permis de conduire et sa première voiture, j'avais aussi, en parallèle, construit quelque chose pour moi. Pas par méfiance au début, par instinct d'ouvrière. On ne met jamais tous les composants dans le même bac. On ne laisse jamais une seule ligne de production être le seul recours. Quand j'ai touché ma prime de départ à la retraite, j'en ai déclaré les 2 tiers à la famille. Le tiers restant, je l'ai glissé dans un compte épargne, à mon nom seul, dans une agence du Crédit Mutuel du 2e arrondissement que personne n'avait jamais visité avec moi. L'année suivante, avec cet argent et les économies accumulées sur 20 ans de petites mises de côté, j'ai acheté un appartement, 2 pièces, 4e étage sans ascenseur, rue Sainte-Hélène, dans le 2e arrondissement. Un appartement que j'ai enregistré à mon nom seul, avec Maître Arnaud comme notaire, et dont j'ai remis un double des clés à Josiane avec une seule instruction. Tu gardes ça. Si un jour je te demande de me les rendre, tu ne poses pas de questions. Josiane a pris les clés, les a glissées dans sa poche et n'a plus jamais abordé le sujet. C'est pour ça que c'est mon amie depuis 52 ans.
dans ma vieille caderneta d'ouvrière, ce livret de travail en carton épais que les usines distribuaient à l'embauche dans les années 70, j'avais cousu, à l'intérieur de la couverture, avec du fil noir invisible à l'œil nu, un petit carré de tissu doublé. Derrière ce tissu, le numéro de téléphone de Maître Arnaud, l'adresse de l'agence du Crédit Mutuel et un code à 6 chiffres. Dans ma boîte à couture, celle que Bernard m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage, en bois de cerisier avec des ferrures en laiton, il y avait un faux fond. Je l'avais fabriqué moi-même, avec une planche de contreplaqué découpée au millimètre, comme on fait un gabarit à l'usine. Dessous, un téléphone à touche, acheté en liquide à la pharmacie Pelletier de la rue de la Charité, une carte prépayée chargée de 50 € et une petite enveloppe Kraft avec 300 € en billets de 20. Je n'avais jamais eu besoin de tout ça. Mais je savais que le jour où j'en aurais besoin, je n'aurais pas le temps de me préparer. C'est ça qu'on apprend à l'usine, après 39 ans. On ne répare pas une machine en pleine cadence. On prépare les outils avant que la panne arrive. Nathalie est arrivée dans ma maison un vendredi de septembre. Elle m'a dit que c'était temporaire, que son appartement du 6e arrondissement était en travaux, que ça ne durerait que quelques semaines. Elle avait ses 2 valises, son ordinateur portable et ce sourire légèrement crispé qu'elle a depuis l'adolescence quand elle a décidé quelque chose et qu'elle attend que vous l'acceptiez sans discuter. Roland a débarqué le lendemain avec son épouse Valérie sous prétexte de l'aider à s'installer. Valérie m'a embrassée sur les 2 joues avec cette façon de tenir les lèvres fermées qu'elle a toujours eue, comme si m'embrasser lui demandait un effort physique notable. Karine est venue le dimanche suivant avec ses 2 enfants, Lucas et Emma, sous prétexte d'un déjeuner en famille. Elle est repartie sans ses enfants. Elle m'a dit que c'était parce qu'ils avaient tôt la rentrée scolaire dans le quartier et que c'était plus pratique. Elle n'avait pas demandé mon avis. Elle n'en avait pas eu besoin apparemment. En moins de 10 jours, ma maison de 120 mètres carrés rue du Docteur Oran était pleine de gens qui avaient chacun une raison différente d'être là et qui, ensemble, avaient une seule raison réelle, prendre ce qui était à moi avant que je ne sois plus là pour l'en empêcher. Je ne l'ai pas compris tout de suite. Je suis une femme qui fait confiance à ses enfants. Je suis une femme qui a passé sa vie à croire que les gens qu'on aime méritent le bénéfice du doute. Mais j'ai aussi passé 39 ans à surveiller des cadences, à repérer les anomalies, à sentir quand un rouage ne tourne pas rond. Et dans les premiers jours d'octobre, quelque chose a commencé à ne plus tourner rond. D'abord, c'est Nathalie qui a pris en charge les courses. Elle m'a dit que c'était pour m'aider, que je n'avais pas à me fatiguer, que c'était normal que les enfants s'occupent de leur mère. Je l'ai laissé faire. Puis les portions ont commencé à rapetisser. Pas brutalement, non. Nathalie est trop intelligente pour ça. Progressivement, comme on baisse la cadence d'une chaîne par petites fractions, pour que les ouvrières ne s'en rendent pas compte avant que la nouvelle norme soit installée. Un soir, j'ai remarqué que mon assiette contenait moins que celle des enfants de Karine. 2 jours plus tard, Nathalie a retiré mon assiette avant que j'aie fini. « Tu manges trop lentement, maman, ça refroidit tout le monde. » Le lendemain, au déjeuner, il n'y avait pas de plat pour moi, juste des restes dans un bol en plastique posé sur le bord de la table, pas à ma place habituelle. Le bord, comme on pose la gamelle d'un animal. C'est un soir de la 2e semaine d'octobre que j'ai entendu ce que j'aurais préféré ne jamais entendre. J'étais dans ma chambre, la porte entr'ouverte d'1 centimètre, allongée dans le noir. Mes jambes me faisaient mal. Elles me font souvent mal depuis quelques années. Une douleur sourde qui remonte des chevilles jusqu'aux genoux, séquelles de 39 ans debout sur du béton. Je les entendais dans la cuisine, à moins de 6 mètres de moi, parler à voix normale, comme si j'étais déjà sourde ou déjà morte. C'est Nathalie qui parlait en premier. Elle avait cette voix qu'elle prend dans les réunions importantes, la voix plate et organisée, celle qui ne laisse pas de place à la contradiction. « Roland, il faut qu'on accélère le calendrier. La notaire a dit qu'il faut une procuration signée avant la fin du mois. Après ça, la maison peut être mise en vente sans qu'elle ait à intervenir. » Roland a répondu avec cette hésitation molle qui lui est caractéristique.
Mais si elle réalise ce qu'elle signe, elle ne réalisera rien. Elle est fatiguée, elle n'est plus très alerte. Et si on continue à gérer ce qu'elle mange, elle sera encore moins en état de contester quoi que ce soit dans 3 semaines. Il y a eu un silence. Puis la voix de Karine, légèrement plus aiguë, légèrement plus fébrile. « Nathalie, quand même, la nourrir comme ça, c'est quoi? Karine, elle a 76 ans. Les vieux mangent moins. C'est médical. » Mais le médecin a dit que... Le médecin dit ce qu'on lui explique. Et ce qu'on lui explique, c'est qu'elle est âgée et qu'elle a un petit appétit. Arrête de chercher des problèmes où il n'y en a pas. Roland a toussé. Et les économies? Compte joint avec procuration. Je peux y accéder dès que le document est signé. L'appartement rue du Docteur Oran vaut dans les 350 000 € dans le marché actuel. Divisé en 3, ça fait un peu moins de 120 000 € chacun. Et elle? Où elle va? Un autre silence. Plus long. Puis Nathalie, avec une sécheresse qui m'a traversée comme un courant froid. Il y a une place dans un EHPAD à Bourg-en-Bresse, 140 km d'ici. Elle sera bien. Karine a murmuré quelque chose d'inintelligible. Roland n'a rien dit. Et moi, dans mon lit, dans le noir, les jambes douloureuses et l'estomac vide, j'ai fermé les yeux. Non pas pour pleurer, pour calculer. 140 km. Bourg-en-Bresse. Une place dans un EHPAD. Ma maison vendue à 120 000 € la part. Ma maison où Bernard et moi avions posé le premier parquet ensemble un dimanche de juin. Ma maison où les 3 fenêtres du salon donnent sur les tilleuls de la rue et où le soleil entre en biais à 16 heures exactement en été. Ma maison que j'avais payée, tuile par tuile, pendant 22 ans de remboursement ponctuel. Il voulait vendre ça. Et il voulait affamer une vieille dame pour la rendre trop faible pour se défendre. Je les connaissais, je les avais mises au monde. Et je savais exactement quelle pièce avait décidé de saboter la chaîne. C'était Nathalie, la pièce maîtresse, celle qui entraîne toutes les autres. Sans elle, Roland glisse dans la passivité. Sans elle, Karine sanglote et ne bouge pas. Mais tant qu'elle tient sa cadence, eux suivent. C'était comme ça depuis qu'ils étaient enfants. Et c'est ça ma fille aînée. Une chef de chaîne qui a oublié que c'est moi qui lui ai appris à lire une fiche technique. Je veux m'arrêter une seconde, si vous me le permettez. Parce que si vous m'écoutez depuis le début, vous êtes peut-être en train de vous demander comment une mère peut continuer à rester calme en racontant ça. La vérité, c'est que je ne suis pas calme. Je ne l'étais pas ce soir-là, et je ne le suis pas tout à fait maintenant. Mais il y a une chose que l'usine m'a apprise avant toutes les autres. Si vous paniquez sur la chaîne, vous abîmez les pièces. Et si vous abîmez les pièces, c'est vous qui payez. Alors je garde ma voix posée et je continue. Mais si vous avez la gentillesse de rester avec moi pour la suite, parce que ce qui vient est important, et je voudrais que vous l'entendiez jusqu'au bout, je vous demanderai une petite chose. Si cette histoire vous touche, si vous pensez que d'autres personnes devraient l'entendre, abonnez-vous à cette chaîne et laissez votre like. Pas pour moi. Pour que d'autres femmes, d'autres mères, sachent qu'on peut traverser ça et rester debout. Voilà. On reprend. Pendant les 3 semaines qui ont suivi cette nuit-là, j'ai joué un rôle. C'est quelque chose que personne ne m'avait jamais appris, mais que j'ai fait instinctivement, comme une ouvrière qui repère une caméra de surveillance et continue à travailler exactement comme si elle ne l'avait pas vu. Je mangeais ce qu'on me donnait sans me plaindre. Je signais ce qu'on me présentait, en prenant soin de ne pas lire à voix haute ce que je lisais très bien en silence. Un formulaire médical, un document de gestion de compte, une fiche de référente familiale pour mon suivi médical. Je signais, je souriais, je semblais fatiguée et légèrement confuse, comme ils avaient besoin que je le sois. Et pendant ce temps-là, mes mains maigrissaient, mes chevilles enflaient. Le soir, dans ma chambre, je comptais mes côtes sous mes doigts avec une inquiétude froide. Je n'avais pas faim au sens animal du terme. J'avais passé l'âge d'avoir faim,
de façon aiguë. Mais je savais, avec la précision d'un contrôleur qualité, que mon corps était en train de recevoir une quantité de carburant insuffisante pour fonctionner dans les normes. Je savais que si ça continuait, je deviendrais effectivement ce qu'il voulait que je sois, trop faible pour me battre. Ce soir-là, un mercredi de la première semaine de novembre, il était 19h45. Je me souviens parce que le journal télévisé venait de commencer et que je l'entendais depuis le salon. Je me suis levée pour aller aux toilettes et je ne suis pas arrivée. Mes jambes ont lâché dans le couloir. Pas dramatiquement, pas comme dans les films. Juste un genou qui cède, puis l'autre, et le sol qui arrive. J'ai réussi à ne pas tomber sur la tête parce que j'ai agrippé le montant de la porte de la salle de bain. J'étais par terre, dans le couloir de ma propre maison, à essayer de comprendre si c'était la fatigue ou autre chose. C'était autre chose. Ma vue brouillait légèrement. Mes mains tremblaient. J'avais la bouche sèche d'une façon que je ne reconnaissais pas. Karine est arrivée la première. Elle a crié. Roland est arrivé ensuite. Nathalie est arrivée la dernière et elle a immédiatement saisi son téléphone. Elle a appelé le 15. Je l'ai entendu dire au téléphone « Ma mère a chuté. Elle est âgée, elle a des problèmes d'appétit depuis quelque temps. » Oui, 76 ans. Problème d'appétit. Voilà comment elle formulait les choses. Le SAMU est arrivé en 19 minutes, 2 techniciens et un médecin régulateur au téléphone. Ils m'ont prise en charge avec cette efficacité tranquille des gens qui ont l'habitude des urgences et qui ne se laissent pas contaminer par l'affolement des familles. Dans le couloir, Nathalie leur a expliqué que j'étais âgée, que je mangeais peu depuis des semaines, que c'était sans doute mon âge. L'un des techniciens m'a regardé, pas avec pitié, avec attention, et m'a demandé doucement si j'avais mal quelque part. J'ai dit non. Il a pris mon pouls, puis il a dit à son collègue, sans élever la voix, « Tension à 87/55, on l'emmène. » Ils m'ont mis sur le brancard avec précaution. Nathalie a voulu monter dans l'ambulance. Le technicien lui a dit que ce n'était pas possible, qu'ils n'avaient pas besoin d'espace, qu'elle pouvait venir par ses propres moyens. J'ai vu son visage changer, pas de douleur, de contrariété. Parce que si elle ne montait pas avec moi, elle ne savait pas ce que je pourrais dire. L'hôpital Édouard Herriot du 3e arrondissement de Lyon est un grand bâtiment gris-beige sur la place d'Arsonval, avec des couloirs larges qui sentent le produit désinfectant et les repas réchauffés. Je le connais parce que c'est là que Bernard a été admis la nuit de son infarctus. Je n'y étais pas retourné depuis. On m'a installé dans un box des urgences avec des rideaux verts tirés de 3 côtés et on m'a branché à un moniteur cardiaque et à une perfusion. Le médecin de garde s'est présenté en entrant. Il s'appelait Armand Tessier. 39 ans, grand, avec des lunettes à monture fine et des mains qui savent ce qu'elles font. Il a lu mon dossier d'admission, il a vérifié mes constantes, et puis il s'est assis sur le tabouret à côté du lit, pas debout, pas pressé, et il m'a regardé avec une attention que je n'avais pas reçue depuis longtemps. « Madame Gisèle, m'a-t-il dit, votre tension est très basse. Votre glycémie est à 52. Vos analyses montrent une carence sévère en protéines et en fer. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez mangé aujourd'hui ?» J'ai réfléchi. Aujourd'hui, le matin, 2 biscottes et un fond de café froid que Karine avait laissé sur le comptoir. À midi, un bol de soupe qui avait été réchauffé 2 fois et qui sentait le fond de casserole. Rien depuis. 2 biscottes et une soupe, j'ai dit. Il a noté. Et hier? J'ai réfléchi encore. Hier, c'était pareil. L'avant-hier, pareil. Il a noté à nouveau, très calmement. Puis il a posé son stylo et il m'a regardé. « Madame, est-ce que vous choisissez de manger aussi peu ou est-ce qu'on vous sert aussi peu ?» La question était directe comme un coup de poing. J'ai regardé le rideau vert. J'ai regardé mes mains sur le drap blanc. J'ai dit « On me sert ce qu'il reste ». Il n'a pas réagi avec émotion. Il a repris son stylo
Il a dit « Je vais vous examiner complètement ». Et pendant cet examen, mes bras, mes épaules, mes omoplates visibles sous la peau, mes chevilles gonflées, mes mains dont les veines ressortaient trop. Il a sorti son téléphone 2 fois. Je l'ai vu. Je ne lui ai rien dit. Je n'ai pas posé de questions. Il y a des moments où on sent que quelqu'un est de votre côté sans avoir besoin qu'il vous le dise, comme on sent qu'une pièce est bonne avant même de la passer au calibre. J'ai fermé les yeux pendant qu'il travaillait. À un moment, il a dit, presque pour lui-même, « 3 mois, les carences ne s'installent pas en 3 semaines. » 3 mois. Il avait raison, exactement depuis le début de septembre. Ce que je n'ai appris que plus tard, ce que Josiane m'a raconté quand je suis sortie, c'est que le docteur Armand Tessier était le frère cadet du procureur de la République Étienne Tessier, attaché au parquet de Lyon, et que le docteur Tessier, cette nuit-là, n'avait pas seulement photographié mon état, il avait aussi appelé son frère. On m'a gardé en observation 3 jours. 3 jours de perfusion, de repas servis en plateau avec des quantités normales, des quantités que je regardais avec une stupeur presque comique, comme quelqu'un qui sort d'un pays en disette et qui découvre que les portions existent. Le premier repas, je n'ai pas pu tout finir. Mon estomac s'était contracté. Il ne savait plus quoi faire d'un volume correct. L'infirmière, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux courts qui s'appelait Marlène, m'a dit que c'était normal, que ça allait revenir, qu'il fallait du temps. Nathalie est venue le lendemain matin. Elle est entrée dans ma chambre avec Roland et Karine, et elle avait ce sourire de circonstance qui signifiait qu'elle avait décidé comment gérer la situation. « Maman, tu nous as fait peur. Le médecin a dit que c'était un épisode de faiblesse lié à l'âge. C'est pour ça qu'on avait raison de surveiller ce que tu manges. Les vieux ont besoin d'un régime adapté. » Les vieux. J'ai regardé mes 3 enfants debout au bout de mon lit d'hôpital et j'ai pensé, je les ai portés. Je les ai mis au monde dans cette même ville, dans ce même hôpital, à quelques centaines de mètres d'ici. J'ai passé 39 ans à l'usine pour qu'ils aient des vêtements propres, des cahiers neufs à la rentrée, des vacances Gio à la mer en août. Et ils étaient là, debout, à m'expliquer que c'était pour mon bien. Oui, j'ai dit, juste, oui. Nathalie a semblé satisfaite. Elle a toujours aimé quand les choses se passent comme elle a prévu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la pièce maîtresse de son plan venait de bouger d'1 millimètre. 1 millimètre. Mais dans une chaîne de précision, 1 millimètre, c'est suffisant pour que tout déraille. Le 3e soir à l'hôpital, quand les couloirs se sont calmés et que l'infirmière de nuit avait fait sa ronde, j'ai attendu. J'ai attendu que tout soit silencieux, que les lumières du couloir passent en veilleuse, que la chambre voisine cesse de faire du bruit. Puis je me suis levée lentement, j'ai fait 3 pas jusqu'à la chaise sur laquelle mes affaires étaient dépliées et j'ai pris ma veste, pas pour m'habiller, pour atteindre la doublure intérieure de la poche gauche, là où j'avais cousu, des mois plus tôt, un petit rectangle de tissu doublé avec du fil noir. Je l'ai décousu avec l'ongle du pouce, dans le noir, avec la patience d'une femme qui a passé des décennies à travailler sous contrainte de temps et qui sait que se précipiter, c'est abîmer le tissu. J'ai sorti le papier plié. Je ne pouvais pas le lire dans le noir, mais je n'avais pas besoin de le lire. Je connaissais ce numéro par cœur. Je l'avais mémorisé le jour où je l'avais écrit. Le lendemain matin, quand l'infirmière Marlène m'a apporté mon petit déjeuner et que je lui ai demandé si je pouvais lui emprunter un téléphone pour appeler mon amie Josiane, parce que ma fille avait gardé mon portable, elle m'a tendu le sien sans hésiter. Les femmes qui travaillent dans les soins savent reconnaître une situation sans qu'on ait besoin de la nommer. J'ai appelé Josiane. Josiane a décroché à la 2e sonnerie. Gisèle. C'est tout ce qu'elle a dit. Juste mon prénom, avec ce ton-là qu'elle a depuis qu'on a 17 ans et qu'elle sait que quelque chose de sérieux arrive. Josiane. J'ai besoin que tu appelles Maître Arnaud aujourd'hui. Dis-lui que c'est urgent. Dis-lui que j'ai besoin qu'on active ce qu'on avait préparé. Je l'appelle dans 5 minutes. Et les clés? Elles sont là où elles ont toujours été.
Bien. Un silence. Tu vas bien? Je vais mieux. Mais il faut faire vite. Je serai là à ta sortie. Elle a raccroché. Voilà 52 ans d'amitié. Pas de questions inutiles. Pas de larmes au téléphone. Pas de « c'est terrible, comment ils ont pu ». Juste 5 minutes et les clés sont là où elles ont toujours été. Josiane et moi, on s'est connus à l'usine Montavel en 1972. On avait le même poste sur la ligne 4, le contrôle des coutures sur les rouleaux de tissu enduit. On s'est regardé le premier jour, on a su qu'on allait s'entendre et on ne s'est jamais quitté. Quand Bernard est mort, c'est elle qui a dormi dans ma maison les 7 premiers jours. Quand son mari Jean-Paul a eu son AVC en 2018, c'est moi qui ai géré ses papiers pendant qu'elle était à l'hôpital avec lui. On ne se le dit pas souvent. On n'a pas besoin de se le dire. La solidarité entre femmes qui ont travaillé debout pendant 40 ans, ça ne s'explique pas. Ça se reconnaît. Je suis sortie de l'hôpital le jeudi suivant, en début d'après-midi. Josiane m'attendait sur le trottoir de la place d'Arsonval avec son manteau beige et son sac à bandoulière. Et quand elle m'a vu pousser les portes automatiques, elle a fait 2 pas vers moi et elle m'a pris le bras sans un mot. On a marché jusqu'à sa voiture, une vieille Renault Mégane Bordeaux garée rue Garibaldi, et elle a conduit, pas chez moi, rue Sainte-Hélène. 4e étage, sans ascenseur. J'ai monté les marches lentement, en tenant la rampe, avec Josiane derrière moi, qui ne disait rien mais qui restait proche. Elle a sorti les clés de son sac, elle a ouvert la porte, et j'ai mis le pied dans mon appartement secret pour la première fois depuis l'été. Il sentait le renfermé et un peu la poussière. Mais il était là. Il était intact. Il était à moi. Pendant que Josiane ouvrait la fenêtre du salon pour aérer et qu'elle faisait chauffer de l'eau pour du thé, j'ai ouvert le placard de l'entrée, j'ai repoussé les cintres vides sur la gauche et j'ai soulevé la planche du fond, une planche vissée avec 4 petites vis à tête plate que j'avais installée moi-même avec une visseuse achetée au bricot de peau de la rue de Créqui. Derrière, ma boîte à couture en bois de cerisier. Je l'ai sortie, je l'ai posée sur la table du salon et j'ai appuyé sur le mécanisme du faux fond, un simple crochet de métal caché sous le rebord intérieur droit. Le fond s'est soulevé, le téléphone à touche était là, la carte prépayée était là, l'enveloppe Kraft avec les billets était là. J'ai pris le téléphone, j'ai inséré la carte, j'ai attendu qu'il s'allume. Il s'est allumé. J'ai composé le numéro de maître Colette Arnaud. Elle a décroché à la 3e sonnerie. Madame Gisèle, Josiane m'a appelé ce matin. Je vous attendais. Maître Arnaud, il faut révoquer les procurations. Toutes. Vous les avez signées sous pression et sous-alimentées. Je vais avoir besoin d'un certificat médical. Le docteur Tessier de l'hôpital Herriot a tous les éléments. Je le contacte aujourd'hui. Et pour les comptes? Le Crédit Mutuel, agence du 2e. Le compte au nom de Gisèle Ferrier uniquement. Parfait. Je prends un rendez-vous avec le directeur d'agence pour demain matin. Vous pouvez vous y rendre? Je peux. Bien. Pour ce qui est de votre maison rue du Docteur Oran, je vais faire préparer un acte de mise sous protection juridique provisoire. Ça empêchera toute transaction immobilière pendant la période d'instruction. Combien de temps? 72 heures pour l'acte, 48 heures supplémentaires pour que le parquet soit notifié. Le parquet? Le procureur Tessier? Si son frère a effectivement transmis le dossier médical, le parquet est déjà saisi. Un silence. Puis maître Arnaud, avec cette voix qui n'a jamais tremblé en 20 ans de collaboration. Madame Gisèle, ils ont sous-estimé quelle femme vous étiez. Ils ont oublié que c'est moi qui connais l'emplacement exact de chaque pièce dans cette machine. On va y aller doucement, pièce par pièce. Je veux vous poser une question, à vous qui m'écoutez. Depuis quel pays, depuis quelle ville est-ce que vous me suivez en ce moment? Parce que je sais que des histoires comme la mienne, ça arrive partout. Pas seulement à Lyon, pas seulement en France. Des femmes âgées qui ont tout donné et à qui on retire tout. La nourriture,
les papiers, la dignité. Il y en a des milliers, et la plupart ne trouvent jamais le moyen de se défendre. Alors dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez. J'ai envie de savoir qui est avec moi en ce moment. Et dites-moi aussi ce que vous pensez de ce que mes enfants ont fait. Parce que moi, j'ai mon avis, mais j'aimerais entendre le vôtre. Voilà. On continue. Maître Colette Arnaud avait 58 ans, des cheveux gris coupés au carré et une façon de marcher dans les couloirs des administrations qui faisait se lever les secrétaires sans qu'elle ait à demander quoi que ce soit. Je la connaissais depuis 17 ans. C'est elle qui avait rédigé mon testament original, enregistré l'achat de l'appartement rue Sainte-Hélène et géré la succession de Bernard avec une précision et une discrétion que je n'avais trouvée nulle part ailleurs. Elle n'était pas seulement mon notaire, elle était ce que j'aurais voulu que ma fille aînée soit, quelqu'un qui comprend la valeur de ce qu'on a construit et qui le protège comme si c'était le sien. Le lendemain matin, à 9 h, nous étions toutes les deux à l'agence du Crédit Mutuel du 2e arrondissement. Le directeur nous a reçus immédiatement. Il s'appelait Monsieur Bertrand, un homme d'une 50aine d'années avec une cravate bordeaux et des lunettes sans monture. Maître Arnaud a posé ses documents sur son bureau avec cet air de quelqu'un qui n'est pas là pour négocier, mais pour constater. Nous allons procéder à plusieurs opérations aujourd'hui. Premièrement, révocation de la procuration accordée à Madame Nathalie Ferrier-Chaumont sur le compte principal de Madame Gisèle Ferrier. Deuxièmement, blocage des virements automatiques récents qui n'ont pas été autorisés par la titulaire. Troisièmement, émission d'une nouvelle carte bancaire à usage exclusif de Madame Ferrier, envoyée à une adresse alternative. Monsieur Bertrand avait lu les documents. Il avait regardé ma fiche médicale que Maître Arnaud avait jointe en annexe. Il n'avait pas discuté. Il avait dit « Je comprends la situation. Nous procédons immédiatement. » Ce même après-midi, Maître Arnaud avait révoqué par acte notarié la procuration que Nathalie m'avait fait signer 3 semaines plus tôt. Ce document que j'avais signé en faisant semblant de ne pas lire, en sachant exactement ce que je signais et en sachant exactement que je le révoquerais. Elle avait également déposé au parquet de Lyon une main courante documentée avec les photos du docteur Tessier, le rapport médical d'hospitalisation et une déclaration détaillée de ma part. Le procureur Étienne Tessier avait été personnellement informé par son frère. Le parquet avait ouvert une enquête préliminaire pour soustraction frauduleuse de biens d'une personne vulnérable et mise en danger de la vie d'autrui. Ces mots-là, mise en danger de la vie d'autrui, je les avais lus dans les documents que Maître Arnaud me tendait, et quelque chose en moi, quelque chose que j'avais maintenu fermé pendant des semaines, s'était légèrement desserré. Pas de soulagement, pas encore, mais comme quand on desserre d'un quart de tour un boulon qui était trop serré, un relâchement de pression, une possibilité de mouvement. La machine pouvait recommencer à tourner dans le bon sens. Pendant 4 jours, Nathalie et les autres ne savaient pas que j'avais quitté l'hôpital. Ils pensaient que j'étais encore là-bas. Nathalie avait appelé le service des urgences une fois, et on lui avait dit simplement que Madame Ferrier avait été transférée dans un autre service, ce qui n'était pas faux, mais ne précisait pas lequel, ni où. Josiane avait eu la bonne idée de prévenir Marlène, l'infirmière, qui avait compris ce qu'il fallait faire, dire la vérité sans mentir et sans en dire plus qu'il ne fallait. Pendant ces 4 jours, j'ai dormi dans mon appartement rue Sainte-Hélène. Josiane m'apportait des repas, de vrais repas, avec des protéines, des légumes cuits, du pain, du fromage, la première vraie soupe que j'ai mangée, assise à ma propre table dans ma propre cuisine, sans personne pour regarder mon assiette, je l'ai finie entièrement. Puis j'ai mangé une 2e portion, et je n'ai rien dit. Il n'y avait personne à qui le dire. Mais je l'ai ressenti comme une victoire infime et absolue. Les petites victoires, c'est là que tout recommence. C'est là que la ligne de production redémarre. Le 5e jour, Maître Arnaud m'a appelé. Tout est en place. L'acte de protection provisoire est enregistré. La procuration est révoquée. Le parquet a confirmé l'ouverture de l'enquête. Les comptes sont sécurisés. Elle a marqué une pause. Madame Gisèle, êtes-vous prête à rentrer chez vous? Je me suis levée de la chaise du salon.
J'ai regardé par la fenêtre, les toits du 2e arrondissement, une rangée de cheminées en briques, un pigeon gris sur une gouttière. J'ai pensé à mes tilleuls, rue du Docteur Oran. À la lumière, à 16 heures, à Bernard. Oui, j'ai dit, je suis prête. Nous sommes arrivés rue du Docteur Oran, un mardi matin à 10h15. Nous, c'était Maître Arnaud, 2 huissiers de justice, M. Deveau et M. Camara, tous 2 mandatés par le tribunal d'instance de Lyon, et 2 agents de police municipale qui avaient été informés par le parquet. Et moi. Et Josiane, qui avait insisté pour venir et à qui je n'avais pas dit non. La Renault Mégane Bordeaux était garée en double fil, parce que Josiane avait dit que si on lui mettait une amende, elle la payerait, et que de toute façon, elle ne voyait pas pourquoi ce serait à nous de chercher une place. J'avais souri. La voisine du premier étage, Madame Hébert, une femme de 70 ans qui m'apportait des pots de confiture de Mirabelle chaque automne depuis 22 ans, était sur son balcon en train d'arroser ses géraniums. Elle m'a vue, elle a posé son arrosoir. Elle a dit « Gisèle », juste mon prénom, avec autant d'informations dedans qu'un rapport de 5 pages. Je lui ai fait un signe de la main. On a sonné. C'est Roland qui a ouvert la porte. Il portait un vieux jogging gris et des chaussons, et il avait le visage de quelqu'un qui venait de se lever. Il m'a regardé avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Pas de la colère, pas de la culpabilité, quelque chose de plus primitif, de la peur. Ses yeux ont glissé sur Maître Arnaud, sur les 2 huissiers, sur les agents. Sa bouche s'est ouverte. « Maman, qu'est-ce que… » « Bonjour Roland, j'ai dit, et je suis entrée. Maître Arnaud est entré derrière moi. Les huissiers sont entrés. Les agents se sont positionnés dans l'entrée. Josiane est restée près de la porte. Nathalie est arrivée du couloir en robe de chambre, le téléphone à la main. Elle s'est figée quand elle m'a vue. C'est la première fois de ma vie que je voyais Nathalie se figer. 39 ans de vie professionnelle à l'usine m'ont appris à lire les micro-expressions des gens sous pression. L'incrédulité, la recalibration rapide, la recherche d'une sortie. Nathalie a traversé tout ça en moins de 3 secondes. Puis elle a pris son ton de réunion. « Maman, on ne savait pas que tu sortais aujourd'hui. »« Je sais. » Je l'ai regardée. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'avais pas besoin. C'est pour ça que personne n'a pu venir me chercher. Maître Arnaud s'est avancé et a posé son porte-document sur la table du salon. Ma table. Celle en chêne massif que Bernard et moi avions achetée à la brocante de la Croix-Rousse en 1987. Elle a ouvert le porte-document et a commencé à disposer les documents en silence. Karine est arrivée en courant depuis la cuisine. Elle avait les yeux rouges. Elle avait déjà pleuré ou elle allait pleurer. Avec Karine, c'est difficile de savoir dans quel sens ça va. « Maman, tu aurais pu nous dire… » « Madame » l'a interrompu Maître Arnaud d'une voix ferme, mais sans agressivité. « Je suis Maître Colette Arnaud, notaire à Lyon. Je représente Madame Gisèle Ferrier. Nous sommes ici pour procéder à plusieurs notifications officielles. Je vous demanderai à tous de vous asseoir. » Il y a eu un silence de ceux qui surviennent quand les gens qui avaient le pouvoir réalisent qu'ils ne l'ont plus. Nathalie a regardé Maître Arnaud, elle a regardé les huissiers, elle a regardé les agents, puis elle s'est assise sur le canapé. Roland s'est assise à côté d'elle. Karine est restée debout en se serrant les bras sur la poitrine. Maître Arnaud a commencé à lire. Premièrement, par acte notarié enregistré le 8 novembre de cette année, la procuration accordée par Madame Gisèle Ferrier à Madame Nathalie Ferrier-Chaumont sur l'ensemble de ses comptes bancaires est révoquée avec effet immédiat. Toute tentative d'utilisation des instruments de paiement liés à ces comptes constitue désormais une infraction pénale passible de poursuite. Deuxièmement, par ordonnance du tribunal d'instance de Lyon, datée du 9 novembre, la propriété immobilière sise rue du Docteur Oran, dans le 7e arrondissement de Lyon, est placée sous protection juridique provisoire pour une durée de 6 mois renouvelable.
Aucune transaction, location, modification structurelle ou acte de disposition ne peut être effectué sur ce bien sans l'autorisation expresse de Madame Ferrier et de son notaire. Troisièmement, Maître Arnaud a marqué une pause. Elle regardait Nathalie directement. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête préliminaire pour soustraction frauduleuse de biens à personnes vulnérables et mise en danger de la vie d'autrui. Les éléments médicaux attestant d'une dénutrition sévère consécutive à un rationnement alimentaire volontaire ont été transmis au procureur de la République Étienne Tessier. Vous recevrez une convocation dans les prochains jours. Le silence qui a suivi était d'une qualité particulière, pas le silence du choc immédiat. Ça, on l'avait eu à la première phrase. Celui-là, c'était le silence de la réalisation. Celui qui survient quand des gens qui se croyaient intelligents comprennent qu'ils avaient en face d'eux quelqu'un de plus intelligent qu'eux. Nathalie s'est levée. Sa voix avait perdu son ton de réunion pour la première fois depuis des années. C'est ridicule. Elle est âgée, elle oublie ce qu'elle mange, c'est une vieille dame confuse qui... Je me suis levée, je n'ai pas crié. Je n'ai jamais crié de ma vie, pas même à l'usine quand les machines faisaient un bruit à rendre sourd. J'ai dit, d'une voix aussi plate et aussi précise que la lecture d'une fiche technique, « Nathalie, une chaîne de production a deux types de pannes. La panne visible, que tout le monde voit et que tout le monde répare. Et la panne cachée, celle qui vient de l'intérieur, celle que seul le contrôleur qualité peut détecter. Tu as sabordé cette chaîne de l'intérieur pendant 3 mois et tu n'as pas vérifié si le contrôleur qualité dormait vraiment. » Elle m'a regardée. Pour la première fois depuis des semaines, peut-être depuis des années, elle m'a vraiment regardée. Pas comme on regarde une vieille dame confuse, comme on regarde quelqu'un qui a eu toutes les cartes en main depuis le début. Puis elle s'est rassise, et elle n'a plus dit un mot. Monsieur Deveau, l'huissier, a procédé à l'inventaire des pièces. Chaque chambre occupée par mes enfants ou leur famille a été inspectée en leur présence. Les clés de la maison, le double que Nathalie avait fait faire en septembre sans me le dire, la clé que Roland avait dans son portefeuille, la clé que Karine avait mise sur son porte-clés à côté de son passe Navigo, ont toutes été remises à Maître Arnaud sous enregistrement officiel. J'ai récupéré l'unique trousseau original. Valérie, la femme de Roland, était arrivée vers 11 heures du matin avec les 2 enfants de Karine, de retour de l'école pour le déjeuner. Elle avait compris la situation en voyant les agents et les huissiers avant même que quiconque lui parle. Elle avait pris les 2 enfants par la main, dit d'une voix très calme « On va aller déjeuner dehors » et était sortie avec eux sans un regard pour Roland. J'ai noté ça. Valérie avait peut-être su, peut-être ignoré, peut-être été manipulée comme les autres. Mais elle avait la dignité de ne pas rester dans une pièce où elle n'avait rien à revendiquer. Les voisins avaient vu. Madame Hébert avait fini par descendre et s'était tenue sur le trottoir, avec ce visage de quelqu'un qui n'est pas surpris, mais qui voulait vérifier. D'autres voisins avaient comme regardé depuis leur fenêtre. Monsieur Alain, du 3e étage, était sorti sous prétexte de sortir sa poubelle et était resté les bras croisés à observer. Je n'avais pas planifié le public. Mais je n'avais pas cherché à l'éviter non plus. Ce que mes enfants avaient fait, ils l'avaient fait en privé, à l'abri des regards, parce que c'est plus facile de traiter une vieille dame comme un objet quand personne ne regarde. Il était juste que le dénouement ait des témoins, pas pour l'humiliation. Je n'avais pas besoin que mes enfants soient humiliés. J'avais besoin que ce qui avait été fait dans l'ombre soit vu à la lumière. C'est différent. Nathalie a tenté, vers midi, une dernière approche. Elle est venue me trouver dans ma cuisine. Ma cuisine, avec mes casseroles, mon vieux frigidaire Whirlpool, le calendrier des pompiers de 2022 toujours accroché au mur parce que je n'avais pas pensé à le changer. Elle avait les yeux secs et le menton légèrement levé. « Maman, je pense qu'on peut trouver un arrangement. » « Il n'y a pas d'arrangement à trouver, Nathalie. J'ai mal calculé certaines choses. On était tous sous pression. Tu ne te rendais pas compte à quel point la situation était... La situation. Je me suis retournée vers elle
J'avais les mains dans les poches de mon manteau. Je n'avais pas encore enlevé mon manteau. Je n'avais pas eu envie de l'enlever, comme si l'enlever signifiait quelque chose que je n'étais pas encore prête à signifier. La situation, Nathalie, c'est que tu as pesé ce qu'on me servait, que tu as compté mes bouchées, que tu m'as nourri avec ce qu'il restait pendant 3 mois, que j'ai été hospitalisée pour dénutrition dans ma 76e année, dans ma propre maison, entourée de mes enfants. C'est ça la situation. Il n'y a pas d'arrangement pour ça. Il y a des conséquences. Elle a essayé de parler. Je l'ai arrêtée d'un geste. Pas d'agressivité. Juste la main levée, paume ouverte, comme on arrête une machine avant qu'elle fasse une erreur irréparable. Tu vas partir d'ici aujourd'hui. Roland et Karine aussi. Vous avez jusqu'à 17 heures pour prendre vos affaires. Maître Arnaud restera sur place. Je me suis retournée vers la fenêtre. Dehors, les tilleuls de la rue avaient perdu leurs dernières feuilles. Le sol en était couvert, une mosaïque de jaune et de brun sur le bitume gris. Je suis chez moi ici. J'aurais dû ne jamais oublier de le dire. Ils sont partis à 16h40. Nathalie avec ses 2 valises, les mêmes qu'en septembre, la grande à coque rigide bleu marine et la petite à roulettes. Roland avec un sac de sport Décathlon et une boîte en carton. Karine en larmes, avec un sac à dos et un sac plastique Leader Price dans lequel elle avait mis en vrac des affaires de salle de bain. Les enfants de Karine n'étaient pas là. Valérie les avait emmenés quelque part. Et c'était mieux comme ça. Les enfants n'ont pas apporté les erreurs de leurs parents. Maître Arnaud a signé le procès-verbal de restitution des clés. Les huissiers ont remis leur copie de l'inventaire. Les agents ont raccompagné jusqu'aux voitures. Et puis ils sont partis, l'un derrière l'autre, rue du Docteur Oran, dans la lumière d'un après-midi de novembre qui ne donnait presque rien. Je me suis retrouvée seule dans mon salon. Josiane était restée, assise dans le fauteuil près de la fenêtre, silencieuse. Maître Arnaud rangeait ses documents. J'ai enlevé mon manteau. Je l'ai accroché au porte-manteau de l'entrée, le porte-manteau en métal doré que Bernard avait installé un samedi matin, avec un niveau à bulles et une concentration comique pour une vis et demie. Je me suis assise sur mon canapé, le même canapé depuis 20 ans, recouvert d'un tissu bordeaux légèrement usé sur les accoudoirs. Josiane m'a regardée. « Tu veux que je reste pour le dîner ?»« Oui. » Elle s'est levée et est allée dans la cuisine. Je l'ai entendue ouvrir le frigidaire, ouvrir des placards. 5 minutes plus tard, elle est revenue avec 2 tasses de thé. Elle en a posé une devant moi. Elle s'est rassise. On n'a pas parlé pendant un moment. On n'avait pas besoin. Il y a des silences qui valent plus que des discours. Et c'est dans ces silences-là qu'on reconnaît les vraies amitiés. Les mois qui ont suivi ont eu la texture lente et précise d'une remise en marche après une longue panne. On ne redémarre pas une chaîne à pleine cadence du premier coup. On vérifie chaque poste, on remplace les pièces usées, on relance prudemment, on surveille. Nathalie a reçu sa convocation au parquet 2 semaines après les faits. Roland l'a reçue 1 semaine plus tard. Karine a reçu la sienne le mois suivant. L'instruction a duré 4 mois. Le procureur Tessier, que je n'ai jamais rencontré en personne mais dont j'ai appris qu'il était un homme rigoureux et peu enclin à la clémence dans les affaires, impliquant des personnes vulnérables, avait traité le dossier avec la même attention que son frère médecin avait mise à photographier mes bras dans le box des urgences. Les preuves étaient solides. Le rapport médical, les photos, la déclaration de l'infirmière Marlène qui se souvenait exactement de ce que j'avais dit sur les restes, les relevés bancaires montrant les prélèvements non autorisés que Nathalie avait effectués pendant les 3 semaines où elle détenait la procuration. En tout, 42 300 € prélevés sur mon compte principal, dont 29 000 € sur un compte Revolut ouvert à son nom, un compte que je n'avais jamais su qu'elle avait. Le jugement est tombé en mars. Nathalie. Condamnation avec sursis de 18 mois pour soustraction frauduleuse et mise en danger de la vie d'autrui, obligation de remboursement intégral des sommes prélevées et 240 heures de travail d'intérêt général
dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées, dépendante du 8e arrondissement de Lyon. Roland. Condamnation avec sursis de 12 mois pour complicité, 180 heures de travail d'intérêt général. Karine. Relaxée sur le volet pénal en raison d'un rôle jugé passif, mais condamnée au civil à participer au remboursement des frais médicaux. 42 300 € plus 8 900 € de frais médicaux, divisés selon les responsabilités établies par le jugement. Ce n'était pas une vengeance. Je n'avais pas cherché une vengeance. J'avais cherché une vérité et j'avais cherché à ne jamais revivre ce que j'avais vécu. La condamnation était la conséquence naturelle de ce qu'ils avaient fait, comme une pièce défectueuse qui finit par être renvoyée au contrôle qualité. On ne punit pas la pièce par méchanceté. On la renvoie parce qu'elle ne peut pas rester dans la chaîne telle qu'elle est. 6 mois après le jugement, j'ai réuni mes enfants dans mon salon un dimanche après-midi de septembre. Pas pour une réconciliation, pas encore. Peut-être jamais complètement. Certaines soudures ne tiennent pas. Et il faut savoir remplacer la pièce plutôt que de la reforcer indéfiniment. Je les ai réunis pour leur présenter ce que j'avais décidé de faire avec mon patrimoine. Nathalie était arrivée la première, avec 5 minutes d'avance, habitude professionnelle. Elle avait maigri. Ses mains, quand elle les a posées sur ses genoux en s'asseyant, avaient des coupures aux articulations que je ne lui connaissais pas. Des coupures de quelqu'un qui fait un travail manuel. J'avais appris par Josiane qu'elle avait perdu son poste dans l'entreprise de conseil où elle travaillait. La condamnation l'avait suivie et qu'elle avait trouvé du travail dans une grande surface alimentaire du 5e arrondissement à la mise en rayon. Roland était arrivé à l'heure, dans une veste que je ne lui connaissais pas, bon marché, sans doute achetée dans une chaîne de déstockage. Karine était arrivée avec 5 minutes de retard. En vélo, elle avait rendu sa voiture. Les mensualités devenaient difficiles maintenant qu'elle remboursait sa part du jugement. Elle avait les joues roses du froid et l'air de quelqu'un qui s'est adapté à des contraintes nouvelles, non sans difficulté, mais non sans dignité. Je les ai regardés assis dans mon salon. Mes 3 enfants. Nathalie avec ses mains abîmées, Roland avec sa veste de déstockage, Karine avec ses joues roses et son vélo, et quelque chose en moi, pas de la tendresse, pas encore, mais quelque chose d'antérieur à la tendresse, quelque chose de plus fondamental, a reconnu dans leur silhouette les enfants que j'avais mis au monde. J'avais gardé ça pour moi pendant des mois. Il était temps de le dire, sans en faire plus que ce que c'était. Je leur ai expliqué ma décision. La maison rue du docteur Oran resterait la mienne jusqu'à ma mort. L'appartement rue Sainte-Hélène également. Mon patrimoine ne serait pas divisé entre eux de leur vivant, et le testament que j'avais rédigé avec maître Arnaud avant leur arrivée désignait, pour la moitié du patrimoine, une fondation que j'avais décidé de créer avec Josiane, la fondation Gisèle Ferrier, dont l'objet était de financer des repas chauds quotidiens pour les personnes âgées isolées de Lyon, livrés à domicile par des bénévoles formés en partenariat avec les Restaurants du Cœur et la mairie du 7e arrondissement. L'autre moitié du patrimoine, en legs testamentaire, serait distribuée entre mes enfants, selon un barème de mérite établi par maître Arnaud. Chacun recevrait une part proportionnelle à sa conduite, à son remboursement des dettes et à l'accomplissement de ses heures de service communautaire dans les 5 années suivant le jugement. Pas de favoritisme, pas de punition définitive, un barème de mérite. Comme à l'usine, on est payé selon ce qu'on produit, pas selon ce qu'on promet. Nathalie a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a regardé ses mains sur ses genoux. Elle a dit d'une voix que je ne lui connaissais pas, une voix sans le vernis de la compétence. « Maman, je suis désolée. » Roland a regardé le sol. Moi aussi. Karine a pleuré, mais cette fois-ci différemment. Pas les larmes faciles de quelqu'un qui espère qu'elles serviront à quelque chose. Des larmes vraies, maladroites, sans calcul. Je les ai regardées. Je n'ai rien dit pendant un moment, puis j'ai dit « Je sais que vous l'êtes. Ça ne suffit pas à tout réparer, mais ça commence quelque chose. » Je me suis levée. « Il y a du café dans la cuisine. Servez-vous. » Nous sommes maintenant au printemps.
les tilleuls de la rue du docteur Oran ont leurs premières feuilles, vertes pâles comme du tissu neuf qu'on sort du rouleau. La lumière entre dans mon salon à 16 heures, exactement comme elle l'a toujours fait. Josiane vient 2 fois par semaine. On travaille ensemble sur la fondation, les formulaires, les partenariats, la logistique des livraisons. C'est un travail de précision, de coordination, de vérification constante. Un travail qui me ressemble. Nathalie accomplit ses heures de service à l'EHPAD du 8e arrondissement. Une infirmière coordinatrice m'a appelée il y a 3 semaines pour me dire que ma fille était la bénévole la plus ponctuelle qu'ils avaient eue depuis longtemps et que les résidents la demandaient. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai dit « Elle a été bien élevée » et j'ai raccroché avant que ma voix ne trahisse quelque chose que je n'étais pas prête à exprimer. Roland a trouvé un emploi dans une entreprise de maintenance industrielle, un travail concret, des mains dans les machines, des horaires fixes. Karine a repris une formation en comptabilité le soir après son travail. Elle m'a envoyé un message la semaine dernière pour me dire qu'elle avait eu 17 sur 20 à son premier partiel. Je lui ai répondu « Bien, continue ». 2 mots, mais je les ai écrits avec un sentiment que je ne saurais pas nommer précisément. Quelque chose entre la vigilance et quelque chose qui ressemble, de loin, à un espoir prudent. Je ne suis pas une femme qui pardonne vite. Je ne suis pas une femme qui oublie. Je suis une femme qui a passé 39 ans à apprendre que les pièces abîmées peuvent parfois être réparées, mais qu'il faut du temps, de la chaleur, une pression juste. Ni trop peu. Et qu'on ne sait jamais vraiment si la réparation tiendra avant de l'avoir testée en conditions réelles. Ce que je sais, c'est que j'ai 76 ans et que je suis chez moi, que mes tilleuls ont leurs feuilles, que Josiane viendra mercredi avec une tourte à la viande, parce que c'est elle qui cuisine mieux que moi et qu'elle le sait, que la Fondation Gisèle Ferrier servira ses premiers repas en juin à 16 personnes âgées du 7e arrondissement qui mangent seules depuis trop longtemps, que le docteur Armand Tessier a reçu une lettre de ma part, une vraie lettre, écrite à la main, sur du papier bleu, dans laquelle je lui disais que c'est lui qui m'avait rendu ma chaîne en vérifiant l'état de chaque pièce, que maître Arnaud garde dans ses archives un testament révisé qui protège ce que j'ai construit, que j'ai un téléphone à touche dans un faux fond de boîte à couture que je n'aurai peut-être plus jamais besoin d'utiliser, mais que je garde quand même. On ne jette pas un outil qui a servi. On le range proprement et on l'oublie jusqu'au prochain besoin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, jusqu'à la fin de mon histoire, je veux vous remercier. Vraiment. Ce n'est pas une chose ordinaire que d'écouter quelqu'un pendant tout ce temps, de rester avec elle dans les moments les plus difficiles, de la suivre jusqu'à la lumière. Ça compte. Vous comptez. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez qu'une autre femme quelque part devrait l'entendre, abonnez-vous à cette chaîne. C'est la façon la plus simple de me dire que vous étiez là et que vous voulez rester. On se retrouvera bientôt avec une autre histoire, parce qu'il y en a d'autres, et elles méritent toutes d'être racontées. Ce qu'ils avaient oublié, mes enfants, c'est ce que tout saboteur finit par oublier. Une ouvrière qui a tenu son poste 39 ans ne s'arrête pas parce qu'on lui coupe les vivres. Elle ralentit, elle observe, elle attend le bon moment. Et quand la sirène sonne, elle sait exactement quel boulon resserrer en premier.